Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, quelle place pour le débat à l'université ? L'annulation récente de la venue à l'université de Bordeaux de la philosophe Sylviane Agacinski pour une conférence sur son essai sur la PMA a conduit des professeurs d'université, des chercheurs et des intellectuels à parler de terreur, de censure, de fascisme universitaire pour qualifier les associations qui avaient déclaré vouloir empêcher cette conférence qui vient d'ailleurs d'être reprogrammée par la présidence de l'université de Bordeaux. L'enseignement supérieur français connaît-il aujourd'hui une américanisation, une communautarisation ? La liberté académique est-elle menacée par la tyrannie des minorités, comme le craignent nos invités de ce soir, le sociologue Gérald Bronner, professeur à Paris Diderot, auteur entre autres de La démocratie des crédules et d'échéances de rationalité. Il en débattra avec Simon Ridley, qui sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Limoges. Il est auteur d'une thèse de sociologie sur la liberté d'expression telle qu'elle s'est exercée sur les campus de Berkeley et de Nanterre. Et avec Sarah Almatari, elle est maîtresse de conférences en littérature à Lyon 2 et autrice de La haine des clercs, une histoire de l'anti-intellectualisme en France aux éditions du Seuil. L'université est née en Europe sur le principe de la liberté de conscience et sur la liberté d'expression. C'est d'une certaine façon elle qui porte notre civilisation depuis le début et l'humanisme qui la caractérise. Et à la base de cet humanisme, il y a la liberté d'expression. Ce qui s'est passé à Bordeaux et ce qui s'est passé à Paris est absolument inacceptable. C'est inacceptable et ça doit nous alerter, parce que ce n'est pas un mouvement spécifiquement français. C'est une sorte de nouveau maccarthisme qui fait que l'on veut s'attaquer à la liberté d'expression. Chacun sait que ce que veut défendre Mme Agacinski ne correspond pas aux positions du gouvernement. Mais c'est notre honneur, et c'est ce qu'a fait en effet Marlène Schiappa, que de dire que, bien entendu, comme le disait Voltaire, non seulement nous ne sommes pas d'accord avec elle, mais nous serions prêts à nous battre pour qu'elle puisse s'exprimer. Et il est triste de voir qu'on enrôle la jeunesse, parfois dans des manifestations d'intolérance qui consistent à empêcher qu'une manifestation de ce genre ait lieu. Vous l'avez reconnu, il s'agissait du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale jeudi dernier. Bonsoir à vous, Sarah Almatari. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, Simon Ridley. Vous êtes en duplex depuis Limoges. Bonsoir. Et bonsoir à vous, donc Gérald Bronner. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-Michel Blanquer dans les termes ? Oui, je n'aurais pas grand-chose à ajouter à cela, en effet. Simplement, peut-être un peu plus de prudence sur le vocabulaire, parce que je pense que des expressions comme fascisme, que vous avez mentionné dans votre introduction et qui a dû être prononcée, j'en doute pas, par un certain nombre de mes collègues, écrit, et puis en plus sur le coup de la colère, parce que c'est vrai qu'on a d'abord ressenti, nous fûmes un certain nombre, puisque je étais signataire du texte que vous avez mentionné, à ressentir avant tout de la colère sur cette question. Je pense qu'ensuite, évidemment, il ne faut pas rajouter de la croyance à la croyance, c'est-à-dire qu'en l'occurrence... spécialiste de ces questions de croyance. C'est pour ça que je me méfie du vocabulaire. Il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, pour répondre d'ores et déjà, même pas pour clore le débat à la question que vous nous avez posée, nous ne sommes pas, je pense, pour l'instant en France, en danger de perte de liberté d'expression à l'université. Tous les jours se tiennent de formidables colloques, des conférences impertinentes d'un point de vue intellectuel, etc., etc. Mais cela pourra demeurer en effet, et de ce point de vue, Jean-Michel Blanquer a tout à fait raison, qu'à condition que nous soyons vigilants et courageux. Ça, c'est important, car cela dépendra entièrement, notamment de la communauté universitaire, qui là, je crois, s'est bien regroupée. Vous avez vu que d'ailleurs, dans le texte que nous avons adressé à la présidente de l'Université Montaigne de Bordeaux, et qui a été publié ensuite par le journal Marianne, eh bien, il y a des universitaires avec des sensibilités très différentes. Personnellement, les positions de Mme Agacinski ne sont pas les miennes non plus, mais ça ne me pose pas de problème de défendre sa liberté d'expression, évidemment, selon les principes que vous avez mentionnés. Et j'indique simplement, pour ce premier point, que lorsque j'ai répondu à l'interview que m'a proposé un journaliste de La Croix sur cette question, j'étais au Canada, je me souviens, je ne me sentais pas spécialement légitime, mais j'ai voulu quand même accepter cette interview. J'ai parlé, et si vous lisez cette interview, vous verrez qu'à la fin, il a mentionné le fait, parce qu'il me l'a dit au téléphone, que la plupart des gens, que tous les gens qu'il a interrogés étaient d'accord avec moi, mais que tous refusaient que soit mentionné leur nom. Eh bien, voilà le vrai danger. Ce n'est pas qu'un certain nombre d'associations fassent valoir leurs droits. Elles ont parfaitement le droit à l'expression, c'est-à-dire s'indigner de la venue d'une conférence. Ça ne me pose pas de problème. C'est les termes qu'ils ont utilisés qui me posent problème. On y reviendra peut-être.
Mais le principal danger, c'est que, comme vous le savez, toute forme de tyrannie, c'est profiter de l'apathie des gens de bien et de raison. Et c'est pour ça que vous utilisez cette expression de tyrannie des minorités, Gérald Bronner. Absolument. Est-ce que vous croyez véritablement qu'il y a une tyrannie des minorités qui est à l'œuvre aujourd'hui ? Non, le terme tyrannie des minorités, merci de me permettre de le préciser, d'abord n'est pas de moi. Certains il faut avoir un peu de culture philosophique. À Tocqueville. Oui, voilà, c'est un terme qu'a utilisé Philippe Reynaud, un philosophe, en 1982, dans la revue Le Débat, précisément de façon symétrique à celui de Tocqueville. Je ne dis pas que nous vivons sous la tyrannie des minorités. La tyrannie des minorités, c'est juste un processus social, en l'occurrence, qu'on a vu à l'œuvre précisément à Bordeaux, oui, où une minorité fait valoir son point de vue contre l'avis majoritaire. Car je suppose que si on avait interrogé les étudiants de Bordeaux, les universitaires ou même tous les Bordelais, il y aurait une majorité pour défendre l'idée que Mme Agacinski a le droit de venir faire une conférence. Quand donc le résultat d'un processus de pression, quel qu'il soit, d'une intimidation morale, enfin de tout élément qui caractérise cette tyrannie des minorités aboutit à ce genre de choses, oui, on peut parler d'une tyrannie des minorités. Je ne dis pas que nous vivons sous un régime tyrannique. La tyrannie de la majorité qu'avait bien décrit Tocqueville, c'est cette aussi capacité de la majorité à s'imposer contre les minorités. Et ce n'est pas mieux, je veux dire. L'un et l'autre peuvent coexister dans un régime démocratique et l'un et l'autre doivent être de la même façon, disons, discutés d'un point de vue critique. Sarah Al-Matari, vous avez travaillé pour ce livre sur la haine des clercs, sur l'anti-intellectualisme en France. Cette question, vous l'avez croisée plusieurs fois, c'est ce lieu de l'université qui est un... Alors, généralement, c'est une critique pour dire que l'université, c'est un lieu de perdition où, quand on est dans les années 70, expliquer qu'il ne faut surtout pas écouter les professeurs, il faut les chahuter, il faut les faire tomber. Tout ça, ça fait partie effectivement d'une vision, disons, basiste d'un certain mouvement de gauche et gauchiste dans ces années 1970. Mais c'est vrai que cette université en a connu d'autres dans les débats, dans les discussions, le stalinisme contre l'anti-stalinisme, le gauchisme contre le stalinisme et contre la droite avec les militants d'ordre nouveau, par exemple. Tout cela, ça participait aussi de la vie de l'université depuis très longtemps, Sarah Al-Matari. Oui, la question de l'autorité professorale et du surplomb que peuvent avoir certains intellectuels a évidemment été mise en cause depuis extrêmement longtemps. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler qu'il y avait dans les années 60 et ensuite des professeurs marxistes qui faisaient un véritable travail que d'aucuns aujourd'hui considèrent comme de la propagande. Donc finalement, les reproches en fait qu'on peut faire à certains enseignants aujourd'hui ont aussi une histoire. Dans une certaine manière, ça doit nous amener, il me semble, à relativiser aussi ce qui se passe aujourd'hui, parce que il me semble que on n'en est pas encore là. Je voudrais revenir quand même sur la conférence de Sylvia Agacinski et sur la polémique qu'elle a pu susciter. On remarque que c'est toujours en fait lorsque des invités extérieurs à l'université ils viennent, que ce genre de polémique éclate. Intellectuelle elle-même, universitaire elle-même. Exactement, avec une réelle expertise qui, à mon avis, n'est pas la même, par exemple, que celle de Mohamed Sifawi. On pourra peut-être en reparler. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours quand il y a ces invitations extérieures, en fait, que surgissent les polémiques. Parce que l'université, par ailleurs, reste un endroit de débat. On débat tous les jours à l'université. Les enseignants débattent avec leurs étudiants tous les jours. Et on oublie un peu ça aussi. Et les étudiants entre eux. Des débats sans l'autorisation parfois, parce que ce sont des associations étudiantes, des débats entre eux, etc. Des débats qui peuvent être interdits à tel ou tel, qui ne sont pas ouverts, etc., etc. Ça fait partie aussi de la vie de l'université, ça. Oui, mais je voudrais aussi rappeler que l'université, enfin les cours sont aussi un lieu de débat. On a tendance à oublier ça, et qui ne se font pas forcément d'ailleurs dans la verticalité, du haut vers le bas. Les vrais séminaires ne sont pas dans la verticalité. Non, les vrais séminaires ne le sont pas. Et même la plupart des cours, y compris les cours magistraux, qui je crois ont beaucoup évolué. Et en tant qu'enseignant, on est aussi confronté à des adultes et des adultes qui résistent. Il ne faut pas croire non plus en fait qu'on a face à soi des gens qui se laissent faire. Simon Ridley, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Limoges. Vous êtes auteur d'une thèse de sociologie sur la liberté d'expression telle qu'elle s'est exercée et continue de s'exercer sur des campus très différents, puisqu'il s'agit du campus de Berkeley d'un côté et du campus de Nanterre de l'autre, un aux États-Unis et un en France. Est-ce que cette question, parce qu'il y a toujours cette question sous-jacente dans des débats comme celui-ci, une sorte de communautarisation qui serait brandie, communautarisation de l'université française au même titre que ce qu'on pense être la communautarisation des universités américaines, états-uniennes. Alors oui, effectivement, moi j'ai soutenu une thèse en 2019 sur la liberté d'expression étudiante, et avant de parler du communautarisme à l'université, qui est un sujet qui fait régulièrement polémique, justement, j'aimerais revenir sur déjà qu'est-ce qu'on entend par liberté d'expression
dans notre société d'aujourd'hui, alors au sens de Blanquer, évidemment, c'est quelque chose qui porte notre civilisation. Mais c'est quoi notre civilisation ? Blanquer parle aussi d'un nouveau maccarthisme, donc là, c'est quand même assez touchant. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Sarah Al-Matari sur la question. Il faut se rendre compte que l'université n'a jamais été un lieu de liberté d'expression. Ça, c'est le mythe que nous sert l'institution au quotidien. C'est-à-dire que c'est vrai que historiquement, si on pense que l'université, c'est le lieu de naissance, comme le dit le ministre, de la liberté de conscience, il faut remonter au XIIIe siècle, et ça n'est pas véritablement le lieu de naissance de la liberté de conscience, en l'occurrence pour les universités européennes. En tous les cas, c'est plutôt un lieu où on décide de ce qu'est le dogme et de la façon justement dont il doit s'appliquer. Exactement. Et par la suite, encore, avec le modèle d'université américain, l'université de recherche capitaliste, il y a l'exclusion complète, en fait, de tous les penseurs communistes. Je veux dire, il faut savoir qu'à l'université de Berkeley, en 1950, il faut signer un serment de loyauté pour être employé par l'université, quel que soit son poste, y compris administratif, etc. Donc il n'y a jamais eu de liberté d'expression dans l'université américaine, c'est un mythe. D'autant plus qu'il faut savoir que l'université a comme rôle historique justement la sanction du savoir et la censure, effectivement, des savoirs considérés comme faux. C'est ce qu'explique le théoricien littéraire Stanley Fish dans de nombreux ouvrages. Donc en fait, il faut vraiment remettre en question cette question de liberté d'expression qui est aujourd'hui à l'université, qui est une liberté d'expression entièrement marchande. Et c'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire une liberté d'expression marchande ? Donc, ça a été, en fait, ce sont des débats qui sont anciens et qui sont récurrents. Dans les années 1990, déjà, il y avait une montée des discours de haine et des violences à l'encontre des minorités sur les campus américains. Et de nombreux chercheurs et de chercheuses ont réfléchi au sujet de la liberté d'expression. C'est à ce moment-là que des chercheurs ont publié sur le hate speech, qui était très connu. Donc ça, c'était déjà dans les années 90, il y a 30 ans. Le discours de haine. Oui, les discours de haine et les débuts de ce qu'on a appelé la guerre culturelle aux États-Unis. Donc il faut essayer de replacer ça dans son contexte contemporain. Gérald Bronner. Juste pour revenir à ce que disait Sarah Al-Matari, effectivement, dans les années 60, les professeurs marxistes n'avaient aucun droit de citer à l'université, par exemple. Et effectivement, c'est toujours cette question des invités extérieurs. C'était pas le cas dans les universités françaises, dans cette même période que vous citez pour les universités américaines. Gérald Bronner, sur ces questions justement de miroir, parce qu'effectivement, il y a ce miroir de l'université américaine comme étant dangereuse, comme étant un avenir qu'il ne faut pas souhaiter à nos propres universités. Est-ce qu'on se raconte une histoire ? Est-ce qu'on connaît bien les universités états-uniennes ou canadiennes ? Est-ce qu'on les regarde véritablement comme étant un repoussoir pour ce qui pourrait être l'avenir de nos propres universités dans ce domaine de la liberté d'expression, dans ce domaine de la capacité de débattre? Vous savez, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il faut faire attention au raisonnement hyperbolique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont de nature à être inquiétants, enfin à m'inquiéter, moi ils m'inquiètent, ils n'inquiètent peut-être pas tout le monde, qui se produisent en effet sur des campus comme Evergreen par exemple, ou à Santa Maria, ou dans d'autres endroits. C'est pas rien, il y a un certain nombre de faits. Il y a par exemple le fait qu'une fresque antiraciste va être détruite dans le lycée Washington à San Francisco, parce qu'elle est considérée aujourd'hui comme raciste. On peut discuter de la question, ou offensante très exactement. Mais ce sont autant d'éléments qui suscitent notre inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'il faut généraliser. Je ne crois pas que la vie universitaire soit scandée par ce genre de choses, mais je rappelle tout de même que ce n'est pas rien, puisque l'Association américaine des professeurs d'université a produit un rapport pour s'inquiéter de ce que, un peu partout aux États-Unis, on cherche à protéger les étudiants d'un certain nombre de discours, ce qu'on appelle les trigger warnings, un certain nombre de discours censés possiblement les offenser. N'est-ce pas ? Et donc, cette volonté de protéger, en quelque sorte, les individus, je la comprends parfaitement. Cette notion de trigger warning est née en psychologie pour protéger, par exemple, des victimes de viol, en l'occurrence, pour les conduire à ne pas être confrontés à des formes de données, de témoignages qui pourraient leur rappeler leur traumatisme. Cependant, il se trouve que la psychologie, notamment Richard McNally, a montré que c'était l'inverse qui se produisait, que ce n'était pas du tout bon de faire des trigger warnings. Donc, on peut s'interroger sur la systématisation de ce principe, mais il ne faut pas aller trop loin. Ce principe est loin d'être systématisé.
préciser. Donc, lorsque je parle de vigilance intellectuelle, je ne parle pas du paralogisme de la pente glissante. Il ne s'agit pas tout à coup de faire peur à nos concitoyens en disant attention, on va enseigner... On va communautariser l'université française. L'université française va devenir le campus d'Evergreen, où il s'est quand même passé des choses affreuses, il faut le reconnaître. Il faut le rappeler. Mais je rappelle que de toute façon, quels que soient les éléments d'histoire qui, si on remonte effectivement au XIIIe siècle, il est évident que le terme université désignait pas le même genre d'activité qu'aujourd'hui, et que la liberté d'expression est une valeur, que cette valeur universelle ait été perturbée dans l'histoire du XXe siècle, je n'en doute pas, ça ne nous invite pas à ne pas la défendre fermement aujourd'hui, et je voudrais pas que ce soit seulement pointer du doigt des groupes d'extrême gauche, parce que c'est le cas dans le cas de Madame Agacinski, mais puisqu'on parle à Bordeaux en l'occurrence, il faut se rappeler que lorsque Judith Butler, la grande théoricienne du genre que vous connaissez sans doute, avait reçu un doctorat honoris causa de l'université, cette cérémonie avait été perturbée précisément par, disons, un groupe d'extrême droite qui s'appelait le Renouveau français. Donc en fait, on voit bien que la volonté de transformer l'adversaire intellectuel en ennemi est une compulsion généralement qui vient de la radicalité. Oui, Sarah Al-Matari, puis ensuite, tout de suite après, Simon Ridley, vous allez reprendre la parole. Sarah Al-Matari. Oui, je crois qu'il faut qu'on s'entende sur ce qu'on entend par américanisation dans ce cas précis. Ici, l'américanisation, c'est la traduction de textes anglais critiques qui ne sont pas connus en France. Moi, ça me semble une très très bonne chose, qui viennent d'ailleurs qui soient des textes en langue anglaise ou dans d'autres langues, parce qu'il ne faut pas oublier que les savoirs circulent et que ce que nous, on enseigne, c'est toujours un état des savoirs à un moment donné. Donc ça me semble vraiment utile de le rappeler. Par exemple, ce qu'on appelle la French Theory l'est devenue aussi parce qu'elle a circulé par les États-Unis et qu'elle est ensuite revenue dans notre pays. Il faut rappeler à nos auditeurs que la French Theory, c'est le départ de certains universitaires européens et français en particulier vers les États-Unis et le retour de certaines de des travaux qu'ils ont pu produire ici et là-bas vers l'université française. Le travail de François Cusset l'a bien montré, effectivement, le départ de Foucault, de Derrida, les invitations de beaucoup de chercheurs des années 60 et 70. Et tous ces intellectuels qui, aujourd'hui, sont considérés comme la fine fleur de la pensée française sont aussi nourris par les formalistes russes qui sont arrivés tardivement via notamment Todorov et des traductions qui ont été faites dans les années 70 d'ouvrages qui dataient des années 1920-1930. Donc ça circule. Ça circule et ça me semble une bonne chose. Voilà, de ce point de vue-là. Simon Ridley, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais dire que le problème aujourd'hui, c'est que défendre la liberté d'expression sur les campus, en tout cas aux États-Unis, c'est devenu défendre l'extrême droite. Ça, c'est un grand problème auquel on fait face aujourd'hui et auquel j'ai été confronté en fait directement à Berkeley. Expliquez-nous cela, parce qu'effectivement, j'ai appris ça en vous lisant, mais je n'avais pas cette connaissance-là, c'est-à-dire la présence de ce qu'on appelle l'alt-right, la droite très dure américaine, qui a utilisé la question, selon vous, de la liberté d'expression pour reconquérir des postes qu'elle avait perdus et prendre des postes de pouvoir dans les universités, en particulier à Berkeley, alors qu'on pensait effectivement que c'était l'endroit du free speech des années 60. Exactement. Donc le campus a été ciblé puisqu'en 1964, il y a eu un des prototypes des plus grands mouvements étudiants de l'histoire qui s'est déroulé à Berkeley avec ce qui s'est appelé le Free Speech Movement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'administration universitaire a interdit tout activisme politique sur son campus et du coup, des étudiants et des étudiantes se sont rebellés en pleine période des mouvements des droits civiques. C'était donc une revendication pour une liberté d'expression minoritaire, au sens où ces mêmes étudiants se battaient souvent justement pour l'accès au vote des personnes noires et des freedom schools dans les États du Sud. En 2017, donc, l'université de Berkeley est devenue particulièrement connue pour le Free Speech Movement. C'est un de ses principaux arguments pour se positionner comme université qui forme les leaders activistes de demain. En 2017, suite à l'élection de Donald Trump, l'université de Berkeley a clairement été ciblée par justement ce mouvement de l'alt-right qui était méconnu à l'époque, mais qui aujourd'hui est devenu connu puisqu'ils ont maintenant l'est beaucoup plus, parce que vous vous dites voilà, cette droite dure, mais au début elle n'était pas pensée comme telle, elle était pensée comme une droite décomplexée, amusante, humoristique, 2.0, née sur Internet, etc. En tout cas, cette droite dont on sait aujourd'hui qu'elle est liée à des radicalisations terroristes, etc., je pense à Christchurch, etc., cette droite a ciblé l'université de Berkeley pour réclamer un new free speech movement, un nouveau mouvement de la liberté d'expression. Mais qui serait en sa faveur.
Qui serait en sa faveur parce qu'ils veulent la liberté d'expression, d'exprimer des opinions racistes, des opinions sexistes et le droit de faire mal aux autres personnes délibérément. Gérald Bronner, tout ça, c'est dans un objectif de se positionner comme une victime pour ensuite occuper cette position, cette posture victimaire dans la société. Gérald Bronner, brièvement, et puis on fera une petite pause. Non, mais alors, le meilleur service à rendre aux radicaux, par exemple d'extrême droite, c'est de leur abandonner le champ de la liberté d'expression. Enfin, ce serait vraiment une curieuse courbure de l'histoire que de renoncer à cette valeur quand même universelle, inscrite quand même, je vous rappelle, dans la Déclaration des droits de l'homme en 1789, et d'aboutir à cela. Que cette notion puisse être instrumentalisée par un certain nombre de groupes, je n'en doute pas. Et qu'en effet, que cela aboutisse à des récits victimaires, c'est vrai pour l'extrême droite, mais c'est vrai pour d'autres groupes radicaux politiques, il faut se méfier évidemment de ce genre de tournure. Mais abandonner pour autant la notion de liberté d'expression, je crois que c'est un peu excessif. Baby, don't you cry. You know your mama was born to die. Oh, my child. Second floors are filled. Stay downstairs. Bay Area Civil Rights Movement in the stairwell over there. Spells liberty. All my trials, Lord, soon be over. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat qui pose la question ce soir, quelle place pour le débat à l'université, avec trois invités. Simon Ridley depuis Limoges où il enseigne. Avec nous Sarah Almatari, également maîtresse de conférences en littérature à Lyon 2. Et Gérald Bronner, professeur à Paris Diderot. Une des questions tout de même, c'est l'université des années 60. Sarah Almatari, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'université d'aujourd'hui, dans la démocratisation, le nombre d'étudiants, etc. Et c'est vrai que l'université, aujourd'hui, est peut-être encore plus qu'elle ne l'était dans les années 50 ou 60, le lieu de débat, parce qu'elle est perméable, ouverte au débat dans la société, et qu'au bout du compte, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qu'on peut débattre au sein de l'université, sur les questions sociales, sur les questions de genre, de sexe, de race, etc., et à l'extérieur. Oui, vous savez, on a reproché tout et son contraire à l'université. Quand elle n'était pas ouverte sur le monde et sur la société, on le reprochait d'être coupée du réel. Maintenant qu'elle essaie d'être en phase avec un certain nombre de questions de société, on le lui reproche aussi. Ce qui est certain, c'est qu'on n'arrête pas de débattre à l'université, que notre public est nombreux, qu'il est varié, qu'on essaie aussi de faire en sorte, et c'est pas de la démagogie, c'est de la pédagogie, on essaie de faire en sorte que notre public se sente concerné. Et ça implique évidemment un minimum de doigté. Il est sûr que quand vous avez dans votre amphi une majorité d'étudiants qui sont noirs, vous n'allez pas leur servir un discours qui serait différent de celui que vous serviriez à un amphi où les étudiants seraient majoritairement blancs. Mais lorsque vous allez aborder certaines questions, comme par exemple la théorie des climats, selon laquelle les peuples... Je rappelle que vous êtes professeur de littérature. Exactement, les peuples à la peau foncée seraient plus paresseux parce que leurs fibres seraient moins tendues. Eh bien, il faut faire un travail de pédagogie, d'explicitation spécifique, parce que, et c'est pas une question de sensibilité, moi je suis pas exactement d'accord avec le lexique en fait qui a été utilisé tout à l'heure, celui de la vulnérabilité, le lexique des affects. Je trouve que ce lexique est assez dangereux. C'est une question de conscience politique. Voilà. Vous allez organiser, enfin vous faites partie de ceux et celles qui vont participer à une journée le 30 novembre prochain dans votre université à Lyon 2 qui s'appelle enseigner les sujets sensibles. Oui, et sensibles entre guillemets, vous voyez. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire alors enseigner les sujets sensibles à l'université aujourd'hui, Sarah Almatari ? D'abord, quels sont les sujets sensibles ? On s'est rendu compte en préparant avec des collègues cette réunion que ce qui nous apparaissait à nous comme des sujets sensibles n'était pas forcément des sujets sensibles pour les étudiants. Vous voyez, les sujets qui paraissent sensibles aujourd'hui pour la plupart des gens, ça va être la question de l'islam ou celle de la laïcité, ça va être la question des gender studies, la question des rapports de domination de sexe, voilà.
voilà, mais vous savez, souvent les étudiants sont plus sensibles aux questions d'écologie ou à la question de la souffrance animale. Et voilà, et donc on était nous-mêmes étonnés. Et donc on va essayer d'organiser cette journée conjointement avec des étudiants de tous bords politiques d'ailleurs, et de faire en sorte que justement la journée ne tourne pas au clash entre l'extrême gauche et l'extrême droite, mais que ce soit vraiment une journée de discussion et de débat où la parole pourra circuler, voilà, pour savoir ce qu'on peut enseigner, comment le faire. Est-ce qu'on peut par exemple parler encore de Brasillac? Est-ce que c'est un vieux débat? Est-ce qu'on peut lire des textes de Brasillac à haute voix en classe? Voilà des questions très concrètes et très pratiques qui sont importantes. Gérald Bronner, puis ensuite Simon Ridley. Oui, mais je voulais dire bien entendu que, puisqu'on essayons de cerner un peu plus avant effectivement le débat, la défense de la liberté d'expression, comme nous l'avons fait avec nombreux collègues, je l'ai dit tout à l'heure, n'implique pas que tout doit pouvoir se dire à l'université. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en effet réguler la parole universitaire pour plein de raisons. D'abord parce que l'université vous donne un label, elle légitime éventuellement une parole, donc ça donne une responsabilité. Et par conséquent, par exemple, je ne crois pas très opportun d'inviter quelqu'un dans une université en France pour défendre la théorie de la Terre plate. Vous voyez, je ne crois pas que l'université doive donner une estampille à ce genre de questions, mais je souhaiterais que cette personne qui pense que la Terre est plate, elle ait le droit de s'exprimer dans la société, ailleurs, par ailleurs. Et puis deuxièmement, il y a aussi le registre de la loi. C'est-à-dire, pour revenir sur le thème de l'extrême droite, par exemple, les propos négationnistes, par exemple. Je m'opposerai, comme tous mes collègues quasiment. Lyonnaise, on l'a bien connu, ça. Voilà. Donc, les propos négationnistes, toutes sortes de propos qui contreviennent au consensus historique sur certaines questions, doivent être combattus. Et en effet, je pense qu'ils n'ont pas le droit de citer. Donc, c'est pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi, à la vigilance à laquelle j'appelle. Oui, vous vouliez intervenir, Simon Ridley. Je te redonnerai la parole à Sarah Almatari ensuite. Merci. Donc, loin de moi, en fait, l'idée de vouloir renoncer à la liberté d'expression comme une valeur, ça me paraît être absolument impensable. Mais en réalité, je pense qu'il faut lui donner un véritable contenu. C'est ça ce qu'il faut faire pour la liberté d'expression. Et elle a un véritable contenu. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on la brandit comme on l'a brandit, vous pensez qu'elle n'a pas de contenu, que c'est juste une sorte de fétiche ? Ça dépend qui l'a brandi et comment cette personne l'a brandi. Quand c'est comme Monsieur Blanquer, évidemment, c'est quand même orienté. On l'aura bien compris. Et quand c'est vous, ça n'est pas orienté. Faire attention. Comment ? Quand c'est vous, ça n'est pas orienté, justement, c'est la façon dont... Ah si, tout le monde s'est orienté, mais il faut expliciter justement comment c'est orienté avant de le faire. D'où on parle. Évidemment, la sociologie, du point de vue situé, c'est quand même très important. Aujourd'hui, ça me paraît être une base quand même importante aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi faire très très attention aux fausses équivalences. Et de dire que Evergreen, ça équivaut à Charlottesville, par exemple. C'est pas du tout la même chose. Ce qui s'est passé à Evergreen, c'est peut-être grave, mais ce qui s'est passé à Charlottesville, c'est quand même gravissime. Il faut rappeler Charlottesville, ce sont donc effectivement cette prise, cette façon dont l'extrême droite américaine a écrasé des manifestants dans la rue. Evergreen, il faut rappeler ce que c'est, parce que moi personnellement, j'ai un trou là. Quand vous en parliez tout à l'heure, Gérald Bronner, c'est quoi Oui, alors d'abord, évidemment, il n'y a aucun rapport. Je vois qui songe à faire un parallèle entre les deux événements. Evergreen, c'est un campus progressiste et qui a peu à peu instauré, là pour le coup vraiment une tyrannie des minorités, où par exemple vous vous présentez en tant qu'enseignant, vous êtes obligé de vous présenter avec tous vos avantages, c'est-à-dire les avantages dont vous bénéficiez si vous êtes blanc, cisgenre, ou si vous êtes hétérosexuel, etc. Une forme de transparence de variables personnelles, et avec une intimidation de tous les instants, notamment, c'est ça qui a suscité la polémique, un professeur de biologie qui a refusé de souscrire à l'idée qu'un jour particulier désigné, les Blancs n'avaient pas le droit de venir sur le campus. Ce professeur, je tiens à le dire, est un soutien de Bernie Sanders, donc quelqu'un de très à gauche, pas soupçonnable de compulsion alt-right, comme il a été mentionné. Et donc je pense que là, tout démocrate sincère doit s'inquiéter de ce genre de situation. Sur ce point, Simon Ridley, puisqu'il fallait préciser pour nos auditeurs ces deux questions. Allez-y, continuez. Oui, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, dans les universités, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée qu'il y a encore plus de débats. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plus de reproduction, en fait, à l'université, et en particulier au sein de l'université américaine. Je peux vous donner quelques exemples à ce titre. Il s'agit des statistiques ethniques réalisées par l'université de Berkeley. Ils ont passé une loi qui interdit l'Affirmative Action Proposition 209. Ils ont passé cette loi en 1996, il me semble. Et la population d'étudiants noirs est passée d'un peu plus de 8% à moins de 4%. Dans une université comme Stanford, qui elle est une université payante et qui n'est pas
qui n'est pas soumise aux contraintes de la Constitution américaine, au final, elle a la possibilité de discriminer. Il y a encore moins de personnes issues des minorités raciales à l'université. Plus de 70% de la population enseignante est constituée d'hommes blancs, et il y a moins de 2% de personnes noires. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut parler d'une tyrannie d'une minorité, ni même de plus de liberté d'expression pour ces personnes. Sarah Al-Matari. Oui, moi je voulais revenir sur la question de la régulation de la liberté d'expression qui est évidemment séduisante, mais encore faut-il savoir qui régule et où est-ce qu'on met le curseur. C'est sûr que sur les exemples extrêmes qui ont été donnés, la question de la forme de la Terre ou des négationnistes, il me semble qu'il y a au moins une forme de consensus au sein de la communauté universitaire. Mais sur d'autres questions, et vous évoquez la question de la non-mixité, alors évidemment je ne suis pas favorable à l'exclusion des Blancs d'un campus, mais c'est posé en France la question de création d'espaces de parole ponctuels, pas forcément sur le temps universitaire, mais enfin d'espaces banalisés pour que des groupes non mixtes, alors qu'il s'agisse là de couleur ou qu'il s'agisse de confession ou de genre, puissent prendre la parole. Ça me semble intéressant. Il ne faut pas oublier que la liberté d'expression dont on bénéficie, elle est possible aussi parce qu'à un moment, notamment dans le milieu syndical, on a organisé des réunions dont étaient exclus les patrons, que les féministes ont aussi organisé des réunions où seules des femmes pouvaient prendre la parole, sans être contraintes en fait par des rapports de domination de genre. Et c'est aussi vrai pour les groupes dits racisés. Alors après, voilà, où ça commence, où ça finit. Mais je crois que voilà, il faut la question mérite d'être posée en tout cas. Gérald Bronner. Ah oui, la question mérite absolument d'être posée. Moi, je n'ai pas de religion, si je puis dire, sur cette question. J'essaie d'être pragmatique, c'est-à-dire à quoi aboutit ce type de groupe? Est-ce que ça aboutit en effet à, disons, permettre à des individus de mieux vivre dans son identité, à l'abri du regard éventuellement oppressant des autres? J'ai bien compris, mais le problème c'est que c'est pas comme si la science n'avait pas avancé sur ces questions. Voyez-vous, il y a un certain nombre de travaux sur ce point, et je pense à un article de 2018 de Wilton, Applebaum et Good qui montre que c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que quand on invite les individus qui se sentent appartenir par une variable sociale au même groupe, en général, ils ont tendance à essentialiser la différence des autres et la leur même. Donc en fait, ça ne fait pas forcément que du bien. Je suis pragmatique, je regarde surtout les conséquences. Mais on sent bien que dans le débat qui nous anime, avec notamment l'intervention là de Simon Ridley, qui me parle des inégalités, etc., chose que nous déplorons tous autour de la table. Enfin, il n'est pas question de ne pas trouver catastrophique la situation, en effet, universitaire du point de vue de sa diversité, voilà, du recrutement social. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais on sent bien que toujours dans ces débats affleure l'intimidation morale. Et moi, c'est ça qui me perturbe, si vous voulez, parce que dans l'affaire Agazinski, c'est exactement ce qui se produisait. C'est-à-dire cette intimidation morale, grosso modo, elle vous permet, et ça, c'est ça que je trouve permanent, c'est non pas l'américanisation de nos campus, mais le débat public d'une certaine façon, est à la fois totalement débridé sur les réseaux sociaux avec des insultes, des mises en demeure, etc. Et en même temps, paradoxalement, d'un autre côté, avec une intimidation morale, qui vous permet de préserver, enfin surtout les idéologues, de l'arène de l'argumentation. Ça vous permet de refuser une argumentation sereine et calme sur un sujet. Mais peut-être que si un débat avait été organisé, je ne sais pas, par l'Université de Bordeaux-Montaigne avec Sylviane Agazinski, comme nous l'avons fait ici dans une émission qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui s'est très bien passée avec des gens qui lui portaient la contradiction, il n'y aurait pas eu ces menaces et ces intimidations. Il aurait pu être justifié d'organiser un débat, mais il n'est pas moins justifié dans la tradition universitaire d'inviter quelqu'un pour une conférence. Moi, je peux vous en parler parce que j'ai fait une conférence à Bordeaux au mois de septembre et certains collègues très minoritaires ont essayé de manœuvrer pour que ma conférence soit annulée. Et alors là, on se demande vraiment pourquoi. Je ne suis pas sur des thèmes, je veux dire... C'était sur quel thème ? Je rapportais mon livre d'échéance de rationalité, mon expérience dans les centres avec des jeunes radicalisés, etc. Bon, il se trouve que c'est pas du tout l'université de Bordeaux qui a tenu bon, son président comme il a été écrit, mais bel et bien mes collègues sociologues qui m'avaient invité, qui voyaient pas pourquoi. Alors ça veut dire que ces individus, il y a une individu en particulier, une maîtresse de conférence, ne souhaitait pas venir débattre avec moi. Moi, j'aurais été content qu'elle m'apporte éventuellement la contradiction, mais c'est pas comme ça que procèdent ces gens. Il faut bien quand même s'en rendre compte. Sarah Al-Matari et puis Simon Ridley. Toute forme d'intimidation morale est évidemment indéfendable, mais il me semble que Sylviane Agazinski n'a pas besoin de l'université pour avoir une tribune. Là encore, on parle... il me semble que d'ailleurs son cas est un peu différent du vôtre, parce qu'on parle de quelqu'un qui est tout de même maintenant un peu extérieur à l'université, qui est mérite pas d'être traité d'homophobe pour autant, je veux dire. Alors ça, c'est une autre chose. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, encore une fois, on parle d'invités extérieurs qui, me semble-t-il, ont d'autres tribunes que l'université pour s'exprimer. Ça veut dire
qui n'ont plus le droit de venir à l'université, ces individus qui ont un parcours particulier. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il serait légitime de ne pas leur dire viens faire une conférence, viens t'exprimer, donc d'utiliser tous les moyens, parce que je rappelle la lettre des étudiants, là c'était on va utiliser tous les moyens pour l'empêcher de parler. Ce qui est quand même le propre effectivement de cette ouverture à des gens qui ont des parcours et toute une des missions de l'université. Sarah Al-Matari. Oui, non, mais bien sûr que Sylviane Agazaski a le droit d'être invitée à l'université. D'ailleurs, je ne sais pas qui l'avait invitée, en l'occurrence, il faudrait avoir un petit peu plus de détails. Oui, mais c'est une vraie question, en fait. C'est une vraie question de qui émanait, parce que ça s'est posé aussi, cette question, pour d'autres invités, notamment des gens, alors c'est tout à fait différent, mais qui avaient... Alors, ça s'est posé pour Tariq Ramadan, ça s'est posé aussi pour des personnalités politiques, dont certains avaient un certain nombre d'affaires, notamment d'affaires sexuelles en cours. Voilà, donc il faudrait savoir qui inviter, dans quel contexte pour pouvoir parler. Je voudrais revenir sur la question de la tyrannie de la minorité, parce que c'est une expression qui vient peut-être de Tocqueville, mais qui a aussi été employée... Non, elle vient de Philippe Reynaud. De Philippe Reynaud, à propos de Tocqueville, mais qui a été aussi utilisée récemment par Emmanuel Macron à propos des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'elle me gêne aussi, qu'elle me gêne un peu. On se pose toujours la question de la tyrannie de la minorité, mais on ne se pose jamais la question de ce que fait la tyrannie de la majorité sur la minorité. Il faut dénoncer les deux, et on ne va pas abandonner un terme à chaque fois qu'il est utilisé par un de nos adversaires intellectuels, sinon on ne pourra plus jamais parler la langue. Je veux dire, il faut tenir fermement sur les concepts. Tout à l'heure, on parlait de l'émancipation. Je comprends très bien, en fait, que un certain nombre de représentants de ce qu'on pourrait appeler le patriarcat blanc de plus de 50 ans se sentent justement mis en danger par un certain nombre de voix contraires. Mais il faut aussi penser que ces gens-là aussi ont le droit de s'exprimer. Il faut qu'il y ait des espaces de parole. Mais nous défendons ces voix contraires précisément. Donc il n'y a pas de crainte de ce point de vue. Simon Ridley, pour conclure, une quarantaine de secondes, 1 minute. Qui invite qui, pourquoi? Ça me paraît quand même quelque chose de très important. Ce qui s'est passé à l'université de Berkeley, c'est que ce sont les étudiants de la droite extrême et de l'outright qui ont invité une série de personnalités extérieures à l'université, comme le disait Sarah tout à l'heure. Ils ont invité des personnalités les plus extrêmes possibles dans le champ de l'extrême droite, des gens comme Ann Coulter ou Milo Yiannopoulos, qui sont connus pour leurs écrits vraiment, franchement, directement, ouvertement racistes, homophobes, transphobes, etc. Donc il y a un moment où le débat aussi, il doit s'arrêter et où l'université doit sanctionner en quelque sorte le vrai du faux et d'expliquer qu'au bout d'un moment, le débat, il s'arrête. C'est comme les débats, par exemple, sur la corrélation du quotient intellectuel à la race qui sont revenus justement dans les années 1990 aux États-Unis et qui reviennent encore aujourd'hui financés par des organismes douteux, etc. Donc, qui invite qui, pourquoi? C'est vraiment ça la grande question au final derrière, et c'est à ça qu'il faut faire attention, parce qu'ils invitent justement pour stigmatiser, et ils invitent pour agiter et pour faire peur. Et vous dites il faut que le débat s'arrête. Eh bien, il va s'arrêter puisqu'il est 18h58 et 38 secondes sur France Culture. Merci à nos 3 invités autour de cette question. Quelle place pour le débat à l'université? Gérald Bronner, professeur à Paris Diderot et auteur entre autres de Déchéance de rationalité qui est sorti il y a très peu de temps chez Grasset. Et merci à vous, Sarah Al-Matari, vous êtes auteur de La haine des clercs, autrice de La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France au Seuil. Et merci à vous, Simon Ridley, depuis France Bleu Limousin qui vous accueillez. Vous êtes auteur d'une thèse de sociologie sur la liberté d'expression telle qu'elle s'est exercée sur les campus, elle s'exerce encore sur les campus de Berkeley et de Nanterre. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baye, Hugo Boursier et Louise André. À la technique, Olivier Arnay. À la vidéo, Valentin Bobinet. À la réalisation, Anna Buis.